Aujourd'hui, je vais vous demander de faire comme si vous n'aviez ni connaissance historique ou géographique de la zone que nous allons étudier. Je veux qu'on ne fasse que survoler pour exprimer qu'avec la culture populaire ce que nous ressentons face au sujet de la vidéo. Aujourd'hui, nous sommes un doomer ou un zoomer ou même un trentenaire lambda qui a grandi avec les écrans et qui ne s'est pas particulièrement penché sur la question, qui ne voit qu'avec ses lunettes à lui que ce qu'on lui a servi toute sa vie et qui interprète comme il le peut. C'est peut-être votre cas, et il n'y a aucune honte. Voilà, maintenant que j'ai lancé l'enregistrement, les chats vont retourner la maison, prendre croquette par croquette à côté de moi et les voisins jouer de la disqueuse. C'est parti. Je me souviens d'une creepypasta assez mal écrite, ce qui est en général un pléonasme, qui s'appelait Suicide Mouse, avec mon meilleur accent français. Une creepypasta, c'est une fausse histoire inventée ou piochant dans un contexte existant, ayant pour but de faire peur, de susciter l'inquiétude. La substance y est paranormale ou bien ancrée dans le réel, et tout l'intérêt est de vous glacer le sang. Au collège, j'en lisais tous les soirs sur le site Creepypasta from the Crypt, je crois, le hub français des lecteurs, traducteurs et rédacteurs de creepypasta. J'étais terrorisé. Et aujourd'hui, je vois toutes ces histoires comme soit touchantes en y repensant, soit cultes. Dans ma pyramide culturelle, justement, certaines avaient de bonnes idées, d'autres non. C'est pas le sujet. Suicide Mouse, c'est une des histoires qui m'a introduit dans ce monde bien niche d'internet, et à l'époque, elle m'a fait de l'effet. J'étais petit, hein. Cette creepypasta, donc, globalement, parle d'une cassette maudite mettant en scène Mickey Mouse, à qui il arrive des bricoles. Peu importe, je vous laisse aller voir si jamais vous ne connaissez pas. Là où je veux vous emmener, et voilà l'amorce de ma petite vidéo, c'est qu'à la fin de la cassette, il y a un texte décrit. L'important, c'est pas ce qui est écrit, mais comment c'est écrit. La fin de la creepypasta dont je vous parle, traitant du sujet Mickey Mouse et d'une malédiction, se conclut par un texte rédigé en cyrillique. L'alphabet cyrillique, c'est l'alphabet utilisé notamment pour les langues slaves. L'ukrainien, le bulgare, le serbe, le macédonien, le russe. Nous, les occidentaux, on a un problème avec ce qu'on appelle grotesquement et plein d'exagération et d'absurdité, le russe. J'ai eu un énième tilt qui m'a donné envie de faire cette vidéo en sortant de la salle de cinéma après avoir vu Substitution. Sans spoil, dans ce film, que je ne reverrai plus jamais je pense, on peut voir des extraits de cassettes VHS de très très mauvaise qualité, chaque détail est important, où on voit un rituel morbide touchant à l'ésotérisme et au quasi-alchimique, même si finalement pas tant que ça en fait, pas très alchimique. Dans ces extraits, ce qui est écrit, et dit aussi de mémoire, c'est du russe. Nous les occidentaux, quand on veut accentuer l'élément peur de notre quotidien, on rajoute une molécule de russe, de slave, juste comme ça, en topping, comme sur un gros gâteau, vous savez, où on rajouterait des petites choses multicolores pour rendre le tout plus appétissant, si vous me permettez la métaphore. Pourquoi? Elle a quoi, la Russie? Faisons un tour global de tout ça. Mais surtout, allez voir Substitution. C'est un des meilleurs films d'horreur que j'ai vu de toute ma vie. C'est une des plus grosses claques que j'ai pris au cinéma. Ça faisait peut-être 15 ans que j'étais pas sorti d'une séance en étant aussi heureux, touché, bouleversé, attristé, percuté par quelque chose. C'est un film excellentissime. Et donc, elle a quoi la Russie? Ce qu'on appelle la Russie, c'est un immense territoire glacé et hostile climatiquement parlant, tant parsemé de forêts noires et profondes, que de steppes désertes et vides de tout. Ces paysages qu'on connaît de près ou de loin de par n'importe quelle source à laquelle on a eu droit depuis notre enfance donnent une impression d'inaccessibilité et de dangerosité absolue, où l'homme est microscopique, rendu à l'état de plancton insignifiant destiné à finir comme les victimes du col de Diatlov, par exemple. 9 randonneurs ayant péri dans le froid infernal de la Russie à la fin des... Vous connaissez l'histoire, quoi, je vais pas vous la raconter. Depuis sa naissance, elle a fait rédiger quantité d'articles et de théories semi-complotistes sur ce qui leur est réellement arrivé à ces pauvres Russes qui sont morts en Russie, cette nuit glacée de février en Russie. Cette histoire, tout le monde la connaît, tout le monde la connaîtra, tout le monde l'a connue. C'est éternel. Sur notre internet à tous, l'histoire a été répétée 1000 milliards de millions de fois, tant sur des blogs dans un premier temps et certainement encore aujourd'hui que sur des vidéos où elle a été rappelée par vos youtubeurs préférés, du plus mainstream dans une vidéo spéciale Halloween, jusqu'aux débutants comme moi qui a 300 abonnés, que sur plus récemment des réseaux comme TikTok. La provenance de Russie concernant cette affaire lui donnant immédiatement l'aura, l'ambiance effrayante, glacée et mystérieuse, et bizarroïde, qu'on attend tous de ressentir dans la colonne vertébrale quand on va à la chasse aux histoires qui font peur. L'imaginaire de l'occidental rattache ces territoires dits russes à des lieux hors du monde, hors du temps, parfois propices aux disparitions, aux drames, aux créatures étranges et aux expériences secrètes, tiens. Un peu comme l'expérience russe du sommeil qui contient le mot russe à même le titre. Creepypasta également, et l'une des plus connues aussi.
tant pour la photo étrange qui lui est attribuée, que pour la facilité de l'intérêt suscité par le mot russe, qui nous fait d'ores et déjà nous dire que dans notre fort intérieur, tout va tourner très mal et qu'il vaut mieux vite lire ça, puisque les Russes sont des fous et qu'on va certainement abreuver notre soif de slavophobie, littéralement parlant, devant ce texte si fascinant, quand on est jeune en tout cas. La Russie, c'est le froid, le long et le glacial, comme son hiver vu comme une épreuve physique ou mentale par quiconque n'y aura jamais mis les pieds. La Russie, c'est le film d'auteur en noir et blanc excessivement long où il ne se passe rien et où tout le monde souffre. C'est ce long métrage dont tout le monde parle comme d'un mème, en rigolant mais dont personne ne connaît le titre puisque nous ne pourrions pour la plupart pas citer de films russes de cet acabit. C'est juste comme ça dans nos têtes. Il existe, quelque part dans la tête de l'occidental, un film indépendant russe de 1000 heures à peu près, en noir et blanc, où rien ne se passe, et dont Antoine Goya est fan et le défenseur. Mais je ne le citerai pas plus d'une fois ici parce que j'ai pas envie de l'invoquer. La Russie, c'est dépressif, figé et dangereux. C'est comme le brouillard intense de Silent Hill ou bien la neige qui tombe nous empêchant de voir ni horizon ni avenir de par devant nous. Voilà pourquoi l'Alaska est également fantasme de légendes bizarres sur la plateforme fast-food TikTok évoquée plus haut. Je me rappelle de nombreuses fois au balbutiement de l'intelligence artificielle être tombé sur un compte très suivi présentant de nombreuses vidéos au pattern suivant. Une créature, générée par IA, pose dans un décor adapté, et sa bouche s'ouvre et se ferme au rythme d'une voix générée par IA, récitant un texte généré par IA, présentant le mythe rattaché à cette créature, souvent en provenance d'Alaska donc. Je ne suis pas allé vérifier si ces histoires s'avéraient de véritables récits locaux de là-bas, je ne serais même pas étonné si on m'apprenait que tout était inventé. Peu importe. Si on voulait parler rapidement du côté folklorique des pays slaves, on discuterait de Baba Yaga, la sorcière cannibale qui a une maison stylée, ou encore la Shishiga, que sais-je. En l'occurrence, rien de plus effrayant que par chez nous, quoi, en Europe occidentale. Mais bizarrement, chez les Russes, ça sonne de suite plus païen, plus mystique, plus dangereux, méchant, incontrôlable. Et le territoire slave se voit devenir un berceau d'inquiétude et de terreur dans nos esprits, où dans n'importe quelle forêt se cacherait quelque chose de bien plus grave que dans les nôtres. Ma foi. Même dans la religion. Pareillement, les Russes, ils ont l'air plus sérieux, plus sombres et plus dark. Il est facile pour le chrétien sans fondement de tomber sous le charme de l'orthodoxie slave de par son esthétique bien plus solennelle et étrange. Les icônes ont l'air plus sévères, les liturgies semblent plus longues et profondes, on sait pas, plus à même de nous faire entrer en transe, pourquoi pas. Dieu lui-même en Russie nous paraît un dieu vengeur, car chez l'inculte de base, l'orthodoxie sonne plus dure et plus méchante, plus froide, avec les chants graves et tout, qu'apparemment on n'aurait pas, nous, vous savez. J'en avais parlé déjà, mais avec l'essor du christianisme chez les jeunes et de facto sur les réseaux sociaux, de nombreux adolescents ont vu le potentiel de leurs racines slaves comme évident. Qu'en est-il du protestant qui dit Amen tout le temps et qui mime l'accent de son pasteur congolais? Ou bien du catholique qui lance son live TikTok abominable où il se fait rétamer par des non-croyants qui l'invitent à débattre, faute d'arguments et de foi sérieuse et fondée? Aucune importance. C'est du plus 1000 en aura, encore une fois, de rapidement regarder la vidéo du frère Paul Adrien pour connaître les différences entre les orthodoxes et nous autres, et de l'évoquer rapidement sur son profil TikTok le plus connu pour passer pour quelqu'un de plus réservé, sombre, pieux que le catholique de base, l'occidental. Je le sais, j'ai failli tomber là-dedans. Ainsi, ils mettent une musique mélancolique slave ralentie comme le veut la tradition moderne d'Internet si possible, et on met une photo de l'icône qui est là quelque part dans la maison des parents. On montre sa petite tête avec ses cheveux sombres, slaves. On parle de pourquoi qu'on est plus stylé que le catho. L'orthodoxe, dans nos têtes, il est plus stylé. Oui, il est celui sur qui il est plus facile de faire un edit dégueulasse, avec un filtre haute définition et une musique funk abominable sur laquelle chaque transition se calquera au tempo. La Russie, avec des guillemets au sens global et stupide, c'est autant l'incident du col de Diatlov, évoqué auparavant, que Tchernobyl, que Tunguska et ses théories quant à l'explosion de 1908. Météorite, expérience ratée, action divine, Russie. Même si ça vient pas de Russie, même si c'est aux alentours, même si c'est un pays satellite, même si c'est, oui, les pourtours de la Russie, Russie. C'est normal en Russie, nous disait, vous savez qui, dans une vidéo d'une demi-heure montrant l'aspect curieux, pauvre, brusque, rigolo et zarbi de la Russie. Des Slaves, de l'Est, bizarre. Voilà le meilleur mot pour définir la Russie. Pour rendre une vidéo paranormale ou occulte plus effrayante, tu as deux solutions. Soit tu dis qu'elle provient du Darknet, c'est quelque chose de largement fait, soit tu dis qu'elle a été enregistrée en Russie. C'est à peu près pareil pour nos neurones, finalement. Voilà l'emballage, voire l'enrobage le plus attirant pour ton chocolat, et tu seras sûr comme ça qu'il sera le premier à quitter la boîte de chocolat. La Russie, c'est celle qui ne dit rien. C'est Raspoutine, c'est celle qui envoie des cosmonautes loin de nous, tout là-haut, et qui nous préviendra que si ça a marché. Seulement si ça a marché.
C'est celle qui fait disparaître les éléments indésirables sur les photographies. C'est celle qui faisait des expériences pas recommandables pour devancer les États-Unis pendant la guerre. La froide, comme la Russie. Parce qu'il fait froid en Russie. La Russie, c'est des villages côtiers ou dans les profondeurs d'une forêt, parfaitement isolés, dont les habitants sont quasi livrés intégralement à eux-mêmes finalement. C'est les autochtones qui disent avec un air gêné à Hugo Clément que non, ils n'ont rien à dire de négatif à propos de leur actuel dirigeant. Pourquoi faire, hein? Changeons de sujet. L'esthétique soviétique et post-soviétique, un peu partout à l'Est aussi, nourrit notre impression d'irréel quant à cette zone qu'on ne connaît que si peu au final. Le brutalisme, comme on l'appelle, a probablement inspiré bien plus tôt des décennies auparavant de nombreuses nouvelles de science-fiction américaine et encore aujourd'hui tout ce visuel nourrit notre faim de découverte de l'étrangeté qui plane non loin de nous. À côté de notre Suisse et de l'Allemagne, il y a l'Autriche, la République tchèque, et en dessous il y a la Slovénie, et de suite tout devient terne. Nous, consommateurs du grand tout, surtout du populaire, quand un film nous fait voyager au Mexique, il nous met aux yeux des lunettes dont les verres sont teints en jaune, en orange. S'il nous fait visiter l'Est, les pays satellites où les hôtels seraient dangereux pour le touriste, où les forêts seraient remplies de secrets graves et tristes, il nous met les verres froids, gris, bleus tristes, sombres, anthracites. Russie. Même aujourd'hui, il est impossible au golem comme à l'initié finalement de se représenter l'Est, la Russie, autrement que comme un endroit loin, très froid, très silencieux, et aussi souvent très malveillant. La Russie, c'est l'autre. La Russie, c'est les visages fermés, les secrets d'État, les conspirations et les rituels sur cassette VHS. Plutôt que d'inventer quelque chose de plus original, Stranger Things utilise les déboires de la guerre froide et les essais désastreux des rouges de jongler avec l'occulte et le paranormal. C'est des années 80, il faut des rouges. C'est comme ça. La menace n'est justifiable que par les rouges. J'ai bien aimé Stranger Things, c'est pas la question, mais il faut bien l'admettre. Je vois cette facilité comme la facilité qu'a Midsommar de noircir l'image des Suédois. Même principe qu'avec les Russes. Les Suédois, ils sont loin, il fait froid, et ils ont une histoire profonde, alors transformons ça en enfer. Injectons dans la culture ancestrale de ce peuple un peu plus de cruauté, de rituels sombres, de dérives sectaires qu'il y en aurait déjà. En jonglant ainsi avec les monstres du passé, même du présent, et en inventant, en ajoutant du mal, on pourrait presque croire que la culture populaire n'a de but avec nous, avec nos cerveaux, que de nous conditionner à mettre à l'œuvre notre peur de l'étrange et de l'anormal ailleurs d'où il se trouve en réalité. Si vous arrivez à me suivre, les monstres, les méchants, les violents, les dangereux, c'est les Russes qui font des VHS de rituels alchimico-nécro-bizarro-gore, et les Suédois qui chassent les intrus dans leur secte, et qui se régalent dans le sang et l'orgiaque enfer qu'on a vu sur petit ou grand écran à sa sortie. Il vous a gêné, Substitution? Il vous a gêné, Midsommar? Vous allez partir quand la visiter, la Suède, vous? Même principe avec Hostel et la Slovaquie. Je ne donne là que des exemples très connus que vous en compreniez bien le point. Pourquoi? Eh bien parce que ces pays-là, ils en jouent aussi de cette image. Et en fin de compte, si l'Occident a longtemps façonné l'image d'un Est lointain, mystérieux et parfois inquiétant, il faut bien reconnaître que les pays de l'Est savent aussi en tirer parti. Leur tourisme joue souvent avec ces clichés. La Roumanie met en avant son château présenté comme le repère de Dracula quand même. La Russie vend le mythe du transsibérien traversant des immensités enneigées. Il me semble bien qu'il existe des circuits touristiques intégrés à ce réseau qui fend en deux ce monde si étrange, je crois, Corrigez-moi si je me trompe. La République tchèque attire les foules à Prague avec son esthétique gothique et ses légendes urbaines. La Géorgie vante ses montagnes sauvages comme un retour à la nature brute. Il y a même un monastère troglodyte là-bas, t'imagines? Trop cool, Question cinéma, vu que le name-dropping et les exemples sont à leur paroxysme aujourd'hui, pensons à la Serbie dont le film le plus tristement célèbre a été réalisé par un Serbe. C'est quand vos prochaines vacances en Serbie, vous? Vous allez y penser quand vous y serez? Tous y pensent, et pour longtemps encore. C'est pourquoi les voyageurs sur les réseaux sociaux sont tant suivis quand ils visitent ces pays, finalement car le rapport à l'autre et au décor y est différent, comme si le mec qui tient son portable pour t'expliquer qu'en Géorgie, les bouchers des villages n'ont pas les mêmes normes d'hygiène que nous, si je puis dire, eh bien il avait été téléporté ailleurs, dans une autre dimension, dans la planète Terre numéro 2. Le folklore et les traditions renforcent encore cette aura, mais pas que. Internet façonne perpétuellement cette esthétique cursed de l'Est et d'ailleurs. Les mèmes y sont plus bizarres, l'humour aussi, la musique aussi quand elle ne s'inspire pas tout de suite directement de ceux qui les précédaient jadis, allant jusqu'à placarder en couverture d'album un bâtiment de l'époque, et à pousser les potentiomètres de réverb du synthé au maximum. Cette image est entretenue et sublimée. Les jeux vidéo comme Metro 2033 ou Stalker, que vous connaissez bien, exploitent la beauté inquiétante des paysages post-soviétiques également. Des documentaires et vlogs des gens du monde entier
nous emmène dans les entrailles de Tchernobyl en 4K pour assouvir notre soif de passé tragique propre à ces pays où il semble ne jamais faire beau et où personne n'est heureux. C'est ce savant mélange de beauté brute, de traditions profondes, d'histoires chargées et de mystères entretenus qui continue d'attirer les voyageurs, artistes et curieux, que ce soit sur les terres de l'Est ou bien à travers notre écran sur Internet. Une image tant héritée et cultivée que triste et extrême. Triste et extrême pour, soyons honnêtes, notre plus grand plaisir. Finalement, c'est que ça fait partie intégrante de notre création en ligne, ici, singeant nos aïeux mais avec un autre matériau, pour faire perdurer la peur du loin et du différent. Admettons un instant que c'est assez pertinent pour notre fort intérieur que de l'avoir bâti avec ses repères. Vous-même, comme moi, êtes satisfait du chemin que vous avez pris. Le jeune vous, lisant des creepypastas qui parlent mal des Russes, en regardant du divertissement où le méchant est au mieux communiste, ou au pire n'importe quel slave trouvé dans la rue, vous pouvez le remercier. Et allez voir Substitution. C'était bien. Et abonnez-vous aussi. On se reverra.